Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Isma Show dans lequel on va voir du drama, de la timeline aigrie, une chute de marché, les NFT en souffrance et voilà, plein de petites infos intéressantes parce qu'il s'est passé plein de choses ces derniers temps. Alors tout d'abord on va voir le drama qu'il y a eu entre Certic, une société de cybersécurité, et Kraken que vous connaissez tous. Ensuite les BAYC, les Bored Ape Yacht Club qui sont en train de faire la gueule, le marché NFT qui prend la sauce tout simplement, comme un peu les altcoins actuellement. On va parler un petit peu de Circle et pourquoi le CEO de Circle est ultra bullish sur les cryptos. Et on va également parler du bet entre Martin Shkreli et GCR, donc GCR le plus gros trader crypto de tous les temps avec Kobe, et encore un petit peu de drama justement sur un coin autour de Martin Shkreli. Voilà, donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors nous voilà tout de suite dans le vif du sujet avec Nick Percoco d'ailleurs, qui est un nom très marrant, j'aime beaucoup. Alors Nick nous raconte du coup la brèche de sécurité sur Kraken. Donc Kraken a été effectivement hacké en fait tout simplement. Ça n'a pas eu d'impact sur les utilisateurs parce que ça a été hacké par Certic, donc qui est une boîte de cybersécurité dite White Hack. Donc ce sont des bons hackers qui vont hacker éthiquement les plateformes et en fait tout simplement les informer des bugs etc. pour être récompensés par des programmes de bug bounty. C'est très important de cerner ça tout simplement parce que Certic a dépassé les bornes en fait du programme du bug bounty qui donc a plusieurs limites, c'est-à-dire quand vous hackez éthiquement Kraken pour faire du bug bounty, du white hacking, il faut tout simplement respecter des règles, c'est-à-dire que vous ne devez pas retirer plus d'argent que vous n'avez besoin pour démontrer le bug, etc. Et en fait, ce bug aurait pu être démontré avec 5 $ de retrait et Certic a retiré, écoutez bien, 3 millions de dollars de Kraken. Donc ça a complètement dépassé les limites. Ils auraient pu faire ça comme dit avec 5 $, ils l'ont fait avec 3 millions. Le personnel de Kraken s'est indigné et a porté plainte d'ailleurs contre Certic par la suite. Alors Certic, il faut savoir qu'ils ont un petit peu de bouteilles en fait en cybersécurité, mais de la mauvaise bouteille tout simplement parce que ils ont déjà été dans les dramas, notamment avec un audit qui a été fait sur un protocole crypto et ce protocole a été hacké quelques temps après. Donc ils ont déjà quelques casseroles plutôt que de la bouteille, ils ont plutôt quelques casseroles. Donc déjà pas une très bonne réputation. Et donc ce que Nick va nous raconter, c'est donc le point de vue de Kraken sur l'incident. Donc ce qu'il faut savoir, je vais pas tout vous lire mais je vais vous résumer. Kraken, donc en gros, lorsque vous faisiez un deposit sur Kraken, vous pouvez faire en sorte de bloquer le deposit, mais que l'argent soit quand même crédité, et ensuite vous pouviez withdraw cet argent que Kraken croyait crédité, mais en fait il n'était pas. Donc en fait techniquement vous pouviez minter de l'argent à l'infini en faisant des faux dépôts sur Kraken et en les retirant. Que du coup ça tapait dans la trésorerie de Kraken et non pas dans les fonds des utilisateurs. Alors ça j'aimerais bien, bon, on n'aura pas de preuves, mais bon, est-ce que ça a vraiment pas tapé un fonds d'utilisateur, ça on saura pas. Donc ce qu'il raconte, c'est qu'ils ont reçu un bug bounty report, donc de la part de cybersécurité researcher qui ne décrivent pas forcément comme étant sous Certic. Et ce qui se passe donc, c'est que ils ont en effet reproduit le bug qui était défini comme critique et sous 47 minutes pour être exact, leur équipe d'experts avait donc résolu le problème et donc fait un fixe. Et ils ont trouvé que ça venait en fait d'un problème de UX, donc où en gros les déposits allaient créditer les comptes clients alors qu'en fait en back-end les assets n'étaient pas encore complètement clairs. Donc ce qui permettait aux clients de pouvoir trader les marchés sans avoir vraiment leurs assets qui avaient vraiment touché le compte encore. Et ça n'a pas été suffisamment testé contre ce vecteur d'attaque. Après avoir patché ce risque, ils ont découvert donc qu'il y avait 3 comptes qui avaient utilisé cette faille. Ils ont en effet, après approfondissement, découvert que il y avait un compte de ces 3 comptes qui était KYC comme un chercheur en cybersécurité, et donc cette personne a découvert le bug et ils ont fait ce bug avec 4 $ en crypto, ce qui aurait été suffisant pour démontrer le bug et donc créer un bug bounty report, etc. et récolter une récompense très conséquente du programme. À la place, ce cybersecurity researcher a donné ce bug à 2 autres personnes, dont les 3 comptes, qui en fait ont généré des sommes bien plus importantes. Donc c'est là d'où viennent ces 3 millions de $ qui ont été retirés de compte Kraken. Le premier bug bounty report n'informait pas de toutes les transactions faites par les 2 autres personnes, donc ils ont décidé de contacter les personnes qui ont fait ces bugs
pour avoir les détails de toutes les transactions, pour les identifier et leur donner les récompenses. Kraken du coup a demandé un full account de toutes leurs activités, un proof of concept de comment reproduire le bug et aussi d'arranger la manière de récupérer les fonds, donc pour que Kraken puisse récupérer les 3 millions dérobés, on va dire, retirés de la meilleure des façons. Et ces chercheurs ont refusé. À la place d'accepter aux demandes de Kraken, l'équipe du coup de chez Certic, donc ces 3 personnes-là, ont décidé de demander à leur business département d'estimer la valeur potentielle que le bug aurait pu faire encourir à Kraken, dans le but en fait de demander beaucoup plus d'argent à Kraken que ce qui était prévu dans le bug bounty. Ce que dit du coup Nick chez Kraken, c'est que leur bug bounty est en place depuis des années chez Kraken, depuis quasiment 10 ans, et que ce programme tourne en interne et il est complètement staffé par les meilleures personnes de la communauté crypto. Et ils ont en fait tout simplement des règles particulières, ne pas exploiter plus que ce que vous avez besoin pour prouver la vulnérabilité, montrez votre travail avec un proof of concept, et ce que vous retirez ou ce que vous arrivez à extraire de l'exchange, vous devez le retourner immédiatement. Donc ça, ce sont les bases du bug bounty, d'accord? Et ce que Kraken reproche du coup à Certic, c'est que Certic n'ont pas voulu retourner les fonds, ils ont voulu négocier, et pour lui il trouve ça aberrant et non professionnel que des white hackers décident de ne pas rendre l'argent. Il rajoute que quand vous êtes cyber et que vous hackez, que vous avez une permission de hacker, c'est en suivant uniquement les règles des bug bounty, sinon ça signifie que vous êtes un criminel. Bref, il dit qu'ils ne vont pas disclose la recherche compagnie, ils vont pas dire le nom, bon on sait tous que c'est Certic. Il remercie quand même cette compagnie du coup d'avoir trouvé le bug et de l'avoir fait remonter. Par contre, c'est inacceptable que Certic ne décide de ne pas rendre l'argent. Par conséquent, ils ont décidé de traiter ça comme un cas criminel et donc contacter les agences responsables de ça. Donc ça c'est la vision Kraken, etc. Moi j'avoue que je comprends leur point de vue. Techniquement, comme ils disent, si vous devez hacker en tant que white hacker, vous devez suivre les règles des bug bounties, sinon vous êtes en fait un criminel, et ça je suis d'accord avec eux. Après en fait ce que je pense Certic ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu négocier parce que en prenant compte de l'ampleur de la faille, Kraken aurait pu perdre des centaines de millions de dollars, donc ce qui est une faille critique et extrêmement conséquente, voire le pire des problèmes pour un exchange. Voilà, donc en gros Certic je pense ont voulu essayer de négocier maladroitement, qu'ils ne rajoutent pas de confiance dans la brand de cette boîte de cybersécurité parce qu'elle était déjà très mauvaise. Donc là du coup on a vu le point de vue de Kraken, maintenant le point de vue de Certic. Ils ont découvert que dans le système de dépôt de Kraken, il y avait des problèmes pour différencier en fait plusieurs types de statuts pour les transferts internes, et donc ça les a amenés à se poser des questions. Est-ce que un acteur malicieux peut créer et fabriquer un deposit ou une transaction vers un compte Kraken? En 2, est-ce que un acteur peut retirer ses fonds avec cette transaction justement fabriquée? Et quels sont les risques contrôles mis en place par Kraken justement pour mitiger ce genre d'issue? Alors donc après test, ils se sont rendus compte que vous pouvez retirer des millions de dollars sur n'importe quel compte Kraken, que en plus ils ont fait ça sur plusieurs jours et que sur plusieurs jours Kraken n'a pas réussi à découvrir que justement il y avait des millions de dollars qui étaient en train d'être withdraw de manière frauduleuse. Donc ça c'est encore pire, c'est mauvais, ça veut dire que ça n'a pas activé les réponses de cybersécurité de Kraken. Ensuite, lors de la découverte, ils ont informé Kraken. La security team de Kraken a classifié ça comme une faille critique, la plus sérieuse en fait possible à Kraken. D'après eux, Kraken a menacé les employés de chez Certic de payer un montant inférieur à ce qui était prévu dans un temps complètement non raisonnable et aberrant, sans redonner de payment address, donc sans leur redonner une adresse de paiement pour qu'ils rendent les fonds. Donc du coup, ils ont décidé de rendre public, voilà, donc ça c'est les timestamps de toutes leurs actions. Donc Certic conclut et termine par dire que Kraken n'aura pas du coup donné de paiement d'adresse, donc ils vont les transférer vers un compte que Kraken contrôle, voilà, et qui pourra accéder. Donc voilà, les deux c'était au même moment plus ou moins, il y a pas vraiment de timestamp, ils sont un peu pareils par tweet, donc à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. C'était récent, donc c'était il y a 2 jours, donc voilà. Parlons maintenant du marché NFT et plus particulièrement des Bored Ape Yacht Club, ces singes que vous connaissez probablement tous si vous êtes en crypto. Ces singes qui sont montés à environ 140
140, un peu moins, 135 Ethers à l'époque. Un Bored Ape avait un floor price de genre 500 000 $. Aberrant, vraiment c'était aberrant pour acheter un Bored Ape, c'était le prix d'une maison. D'une belle maison d'ailleurs, et maintenant ces Bored Ape valent plus que 8 Ethers et je crois que c'est encore en train de descendre, surtout que maintenant les farmers de Blur ont notamment le plus gros farmer de Blur, CBBOO, qui est d'ailleurs français, big up à lui, donc a arrêté de farmer la saison 3 de Blur et par conséquent a enlevé énormément de liquidités sur le marché vu que c'était le plus gros farmer de loin, c'est à dire qu'il a à lui seul il faisait genre 50% du volume de Blur, il a pull ses bits, donc voilà, le marché s'est crashé, les tokens en général, les NFT ont pris genre moins 20% à travers les marchés, et donc la chart ressemble à ça. Donc on a top à 140 Ethers et maintenant un Bored Ape vient environ 8 Ethers, donc une chute catastrophique, tout simplement parce que le marché des NFT voilà ne hype plus, les gens sont se sont fait brûler par la bulle, il y a beaucoup trop de bag holders, et il y a pas de, la technologie en fait n'apporte rien par rapport à ce qui existait avant. Moi j'ai encore pas mal de NFT que je garde depuis 2021. Heureusement j'avais pris pas mal de profit à l'époque parce que j'ai fait pas mal de flips d'NFT, donc j'ai gardé quelques trucs mais qui in fine ne valent pas énormément d'Ethers. Je dois avoir genre 7-8 Ethers bloqués dans des NFT, voilà, donc c'est pas une grosse somme par rapport à mon portfolio, donc je vais survivre. Moi j'aimerais bien à terme acheter un CryptoPunk, comme vous le savez ça fait 3 ans que j'essaye d'acheter un CryptoPunk vers les 40 000 $, je n'ai toujours pas réussi, ils ont drop à 50 000 $ en 2022 sur du crash, j'ai failli buy, mais malheureusement ça faisait un gros montant de mon portfolio, on va dire à l'époque, qui était bloqué dans les cryptos, sachant que j'avais FTX qui était bloqué, c'était vraiment la dèche de la dèche, donc j'ai décidé du coup de ne pas acheter, voilà. Mais s'il retombe à 40 000 maintenant, je vais probablement en acheter un. Donc le marché NFT je le vois pas forcément bounce tout de suite, je pense ça va range, évidemment il va y avoir des bounce de peut-être 50%, 40, 100%, mais on va partir de peut-être 5 Ethers à 10 Ethers sur Bored Ape, ça va pas beaucoup partir plus, sachant qu'en plus la vibe de Yuga Labs est complètement morte maintenant, ils ont déçu énormément de gens ces dernières années, les levées de fonds à quasi milliards, enfin là ils avaient levé 500 millions de $, plus leur mint etc. Depuis il y a rien, des centaines de millions de dollars qui servent à rien. Leur jeu, il y a eu un teaser en janvier 2024, mais il est toujours pas sorti et le teaser était nul à chier, faut dire les termes. Donc encore plus de perte de confiance, voilà. Donc je pense que malheureusement les fondateurs ont un peu excité avec les thunes. En même temps, je les comprends, quand tu fais 500 millions, 1 milliard de dollars et qu'au final derrière que tu continues à taffer ou pas, ça change rien à l'avenir de la compagnie. Dans tous les cas, le marché va se faire détruire la tronche. En fait, tout simplement tu perds la motivation, et c'est ce qui est un gros problème dans le marché des NFT. C'est tout simplement que, en fait, dans une compagnie, dans la vie d'une entreprise, tu vas d'abord lever un petit peu, c'est un peu le problème de toutes les compagnies crypto d'ailleurs, on peut généraliser ça, c'est que tu vas lever de l'argent en début de capitalisation, et ensuite, au fur et à mesure, tu vas lever de plus en plus avec l'évolution de ton entreprise. Le problème des cryptos, c'est que tu valorises ton entreprise directement au top de sa valo, quasiment jour 1. C'est-à-dire que tu as un proof of concept, tu as un truc qui marche vite fait, hop, tu lèves 300 M le premier jour. Voilà. Donc forcément, en fait, toi, quand tu lèves 300 M et que tu tapes des valos aberrantes dans la vie réelle, pourquoi est-ce que tu te ferais chier à continuer de travailler sur le projet alors que dans tous les cas, tu sais que tu vas jamais pouvoir faire plus d'argent? Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt d'abandonner le projet et de refaire un autre projet en back-end et essayer de relever 200 millions et ciao, tu vois. Ce qui est un gros problème en fait en crypto, et plus particulièrement des NFT, parce que le modèle économique des NFT, c'était je lève, je fais un mint qui est aberrant, et ensuite, voilà, touche plus d'argent en fait. Ok, il touche des royalties, mais cet argent par rapport au mint, il vaut que dalle, d'accord? C'est le mint qui fait tout. Donc, il n'y a plus d'incentive en fait pour les fondateurs et les gens qui run des compagnies de pousser plus loin. C'est pour ça que là, le marché est en train de devenir de plus en plus mature, ce qui est une bonne nouvelle. Et par conséquent, de faire de l'argent comme ça de manière débile va être plus compliqué. Si vous voulez faire de l'argent débile comme ça, il faut aller dans des compagnies plutôt IA ou des trucs IA oriented. La hype crypto est un peu passée sur ce genre de choses. Même si ça va revenir dans quelques secteurs, genre RWA, je pense, ça peut faire pas mal de bruit. Tout simplement, le modèle économique des levées de fonds en crypto était très mauvais à l'époque. Donc les marchés NFT pour moi, malheureusement, même si j'ai une boîte dedans et tout, c'est pas terrible, du coup on a dû pivoter, mais j'en parlerai une autre fois. Parlons maintenant avenir avec Jérémy Allaire, donc le fondateur de Circle, donc la maison mère de l'USDC.
et il nous fait un très très long post qui nous explique pourquoi il est bullish, etc. Plus que jamais d'ailleurs sur les cryptos. Je vais vous faire rapidement, sinon la vidéo va durer 1000 ans, mais comme vous le savez, tous les liens des tweets sont dans la description si vous voulez aller les voir. Et d'ailleurs, on me follow sur Twitter, c'est très important. Donc voilà, donc là en gros ce qu'il dit c'est que ça fait 35 ans qu'il est sur le marché, d'accord, qu'il voit des cycles en fait d'adoption de nouvelles technologies, notamment avec Internet, et commence à révolutionner l'économie. Ça fait plus de 11 ans maintenant qu'il a décidé de travailler en crypto, donc ça commence à faire longtemps. Bien joué mon ref, t'avais le flair. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ils sont partis d'un point de base, en fait, c'est que Internet manquait d'intermédiaires de confiance. C'est-à-dire que il n'y avait pas de layer, il n'y avait pas de couche pour la confiance sur Internet, parce que du coup tout le monde était connecté et il n'y avait pas d'entité en fait comme d'habitude qui allait pouvoir contrôler chaque point d'entrée et de sortie d'Internet. Donc ça fait qu'il y avait donc ce gros problème et il fallait en fait de manière cryptographique etc réussir à découvrir un moyen pour créer cette nouvelle couche en fait de confiance sur Internet. Plus ou moins à ce moment-là que Bitcoin a commencé à exploser, donc du coup ils ont commencé à se renseigner à propos de la technologie, etc. Et en fait il voyait, une fois qu'il a pris connaissance du Bitcoin, il a directement vu que c'était ce layer qui était en train d'émerger, et c'était comme ça qu'il allait décider de faire sa carrière là-dedans. Ensuite, ce qu'il disait, c'est qu'en 2013, au début, donc leurs idées, les idées en fait un peu cyberpunk, etc., d'avoir des choses décentralisées, de l'argent décentralisé sur Internet, c'était complètement pour les fous en fait, il y a personne qui y croyait. Tout ce qui était affiliation avec le Bitcoin ou crypto de près ou de loin, c'était considéré comme un mec bizarre, idiot, je cite, probablement illégal. Concernant les institutions financières, c'était extrêmement compliqué d'associer du Bitcoin avec des comptes bancaires, etc., pour faire des virements entre les plateformes acheter-vendre, etc. T'étais quasiment à chaque fois banni si les banques entendaient le mot Bitcoin ou crypto. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'on a énormément évolué depuis ces temps, mais qu'il pense qu'on est encore dans les prémices de l'adoption de la technologie. Alors là, j'ai envie de mettre un point donné sur justement la courbe en fait d'adoption de la crypto. Alors pour moi, je pense qu'en termes d'investissement, on est déjà assez avancé en termes d'investissement en crypto. Là, lui, il parle vraiment d'adoption. Donc là, d'adoption, ça signifie pas, on parle pas vraiment en termes de prix, on parle vraiment en termes d'utilisation dans la vie de tous les jours. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas encore beaucoup la crypto, tout simplement parce que les applications vraiment intéressantes se comptent sur le doigt d'une main, d'accord, et c'est principalement du gamble et de la finance, voilà, classique. Il n'y a pas vraiment pour le moment de trucs révolutionnaires via la crypto, autre que de bouger des instruments financiers en fait à travers le monde sans frais et de manière décentralisée. Mais donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de startups qui build en continu sur ces nouvelles technologies, ce nouveau layer, qu'on a fait pas mal d'avancées, de grosses avancées dans la technologie, dans la scalabilité et dans la privacy, et que bah en fait ce layer qui est en train d'être construit, il prend du temps, mais qu'il est extrêmement bullish et qu'on est actuellement que dans vraiment le début de l'adoption. Il dit que les digital assets en termes de régulation sont en train d'être acceptés par les gouvernements et deviennent carrément point central des politiques de certains pays, notamment les US, avec, voilà, on voit Trump qui se présente maintenant comme un pro-crypto, libéral à fond sur les crypto-monnaies, des cadres justement qui commencent à encadrer plus ou moins bien ou plus ou moins mal, ça c'est à débat, mais qui sont en train d'encadrer les cryptos, et ça ce n'est pas, c'est récent encore, et que voilà, grâce à ça, bah, c'est comme ça qu'on peut, avec la régulation, avancer justement pour rentrer dans le milieu tradi, et que ça a fait énormément d'avancées. Les stablecoins aussi sont une avancée majeure dans la technologie en fait, que ce soit crypto ou finance tradi, parce que en fait stablecoins peuvent de manière décentralisée faire bouger du dollar de manière complètement permissionless à travers le monde sans frais, et donc juste ça en fait c'est déjà en soi c'est une énorme révolution, c'est clairement, donc il appelle ça une killer app de la crypto. Voilà, il raconte également que les tools, les outils pour les développeurs, etc. ont fait d'énormes progrès. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire avancer plein de choses et de développer les choses sur la blockchain. Les gouvernements nationaux investissent dans l'infrastructure blockchain, dans l'écosystème. Je vous laisse aller checker en détail tous ces arguments parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et maintenant, on va passer au pari de la semaine de 200 millions de dollars. Donc oui, vous avez bien entendu, GCR, donc le grand trader crypto, et Martin Shkreli, un énorme scammer, qui a été en tôle d'ailleurs récemment, qui vient à peine de sortir, déjà il va peut-être y retourner du coup, on fait un pari, donc comme vous l'avez vu, donc un pari chacun de 100 millions de dollars avec Kobe en escroc, donc en personne qui allait
garantir les fonds en cas de victoire ou quoi. Ce pari consistait en fait à parier si oui ou non le token DJT, je sais plus l'acronyme, pardon, Donald Junior Trump, un truc comme ça, a été fait oui ou non par Trump lui-même. Alors, donc ça c'était le pari initial, est-ce que ce token a été créé par Trump? Mais le pari au final n'a pas eu lieu parce que GCR voulait que ce soit vraiment fait par Trump et Shkreli voulait que ce soit ouvert à la famille de Trump ou à un proche de Trump. Voilà. Et en fait, du coup, ils sont pas tombés d'accord, donc le pari est tombé à l'eau. Mais chacun des deux camps voulait parier 100 millions de dollars. Au final, ZachXBT a prouvé par la suite que le token DJT a été en fait créé par Martin Shkreli lui-même. Peut-être en relation, donc Martin Shkreli arrête pas de mettre des messages, etc. pour prouver que c'était en partenariat avec Barron Junior, donc Barron Trump, le fils de Donald Trump. Et donc par conséquent, donc c'était en lien, etc. Mais bref, donc ZachXBT a touché 150 000 dollars de bounty pour avoir trouvé celui qui avait créé le token, cette bounty qui a été donnée par Arkham Intel d'ailleurs, qui est une plateforme très très bien d'analyse on-chain, voilà. C'est quand même une dinguerie de se dire que des mecs sont capables de donner 100 millions de dollars chacun à un autre mec qu'ils n'ont jamais vu, qui est juste sur internet. Voilà, sur ce, j'espère que ce Tisma Show vous a plu, il était un peu conséquent, il y avait pas mal de choses à dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour la visibilité, c'est super pour ma chaîne. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou à me les poser sur Twitter, j'y réponds régulièrement. Ciao!